Ce podcast vous est présenté par le Centre Patronal, organisation économique offrant des services d'assurance sociale, des conseils juridiques et des formations continues. Joël, merci de nous accueillir ici. NetGuardian, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que c'est ? Volontiers. NetGuardian, donc on est une entreprise de logiciels informatiques et c'est très simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on stoppe les fraudes dans les banques, surtout les fraudes externes. Donc tout ce qui est scam, vol de session e-banking, etc. Donc au final, on protège vos sous dans votre banque pour qu'ils restent les vôtres et que ce ne soit pas des gens qui usurpent votre identité, qui vous trompent pour vous voler de l'argent sur votre compte bancaire. Et donc les banques s'équipent de logiciels pour protéger leurs clients. Et ces logiciels sont très souvent ceux de NetGuardian. D'accord, mais parce que c'est vraiment très spécifique dans le domaine bancaire, cette sécurité-là. Ça change d'une autre industrie. Oui. Le domaine de la carte de crédit est très connu dans la fraude. Aujourd'hui, une carte de crédit, qu'est-ce que c'est ? C'est se battre contre les fraudes, principalement. Et puis offrir des moyens de paiement. Et c'est vrai que dans le domaine bancaire, avec l'arrivée de l'utilisation universelle de tout ce qui est e-banking, digital banking, maintenant les applications mobiles bancaires, eh bien finalement ces problèmes de fraude arrivent dans le domaine digital banking qui aujourd'hui était, jusqu'à quelques années, était un petit peu mise de côté du côté de la fraude. Les fraudeurs attaquaient bien plus facilement les cartes de crédit où il fallait juste un numéro, le code CVV derrière. Ça se fait toujours, ça, par contre. Ça se fait toujours, bien évidemment, mais c'est des petites rivières. Alors que d'obtenir des accès sur un e-banking d'un client, eh bien là, on a beaucoup plus généralement d'opportunités. Les montants sont plus gros, des transferts internationaux très faciles à faire. D'accord. Donc les cartes de crédit sont des petites rivières qui fonctionnent très bien. Et peut-être la fraude digital banking, c'est plutôt des gros fleuves qui sont possibles. C'est un vrai marché de scammer des banques. Oui. C'est un vrai business model et c'est vrai que c'est très très organisé. C'est un peu comme c'est une société finalement. Il y a dans ce domaine-là, il y a ce qu'on appelle des sourceurs. C'est des gens qui analysent des profils Facebook, LinkedIn, qui prévoient les cibles. Ensuite, il y a des gens qui orchestrent les attaques. Et je mets attaque entre guillemets parce que souvent, l'attaque, c'est un coup de téléphone. Bien ficelé, un bon scénario, mais en regardant votre profil Facebook, en regardant vos activités LinkedIn, c'est hyper facile de tomber dans le piège. Il y a même des vidéos sur YouTube qui montrent un peu des scammers en utilisant des bruits de fond pour mettre une ambiance peut-être de stress, de pression, etc. On les retrouve ces gens-là, parfois. C'est dur parce que les gens sont très loin, à l'étranger, des numéros fictifs, des prepaid. C'est quasiment impossible de les retrouver. Ou alors il faut que les montants soient astronomiques pour que des procédures soient ouvertes, internationales, etc. Donc c'est vrai que c'est pour ça que les banques, plutôt que de partir sur l'aspect légal, c'est l'aspect de la prévention, donc d'avertir les clients et puis de la protection, donc de s'équiper de logiciels. Vos logiciels sont vraiment, je pense, développés et puis optimisés grâce à l'intelligence artificielle. Des algorithmes qui tournent, qui détectent quelque chose qui n'est pas normal dans le comportement. Exactement. Donc on apprend du normal pour détecter l'anormal. Donc finalement, on profile tous les clients, on saura exactement dans votre banque vos comportements, vos habitudes en termes de paiement, d'accès à votre e-banking, etc. pour justement détecter quand il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et c'est vrai que la beauté de la chose, c'est qu'on détecte des fraudes sans chercher les fraudeurs, mais en cherchant les choses qui sortent de l'ordinaire pour chaque individu, en fait. Et on arrive avec ça à casser un petit peu ce jeu du chat et de la souris, où finalement, à l'époque, la prévention de la fraude, c'était des règles, et on disait, tiens, si la connexion vient de ce pays-là, si l'heure est entre telle heure et telle heure, c'est dangereux. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Il y a tellement de comportements possibles, suspicieux, qu'on finit avec des dizaines, des centaines de règles, avec énormément d'erreurs. Et c'est là vraiment que l'intelligence artificielle fait tout son sens. Vos banques, partout à travers le monde ? Donc on a une forte concentration de clients en Suisse, un peu d'où on vient. Ensuite, on a un bureau à Singapour où on a aussi une forte concentration de clients sur la région de Singapour. Et aussi du côté de l'Afrique de l'Est où on a un bureau à Nairobi
quelque chose d'assez peu commun hein, pour une société de la région. Et c'est vrai qu'on a démarré il y a de nombreuses années là-bas, quand on cherchait un petit peu notre positionnement, parce qu'on n'est pas arrivé dans la fraude, on n'est pas tombé comme ça un peu dans le pot de miel de la fraude, ça a pris quelques années. Et c'est vrai qu'en cherchant notre positionnement, on a passé par des pays émergents. Et aujourd'hui, on a une équipe de 20 personnes en Afrique, un service center là-bas. Et on se développe commercialement et aussi du côté back-office. Vous avez créé Net Guardians? Oui, avec un associé, Raphaël Maillot. Ouais. Expliquez-moi un peu l'histoire de tout ça. Comment ça vous est arrivé cette idée? C'est un concours de circonstances ou c'était vraiment une vision que vous aviez depuis pas mal d'années? Oui, j'aimerais bien dire que c'est une vision, mais c'était un peu du hasard, honnêtement. On était deux étudiants de l'école d'ingénieurs. Et c'est vrai qu'on était passionnés par ce qu'on faisait. Je faisais de la recherche à l'époque sur la détection d'intrusion. Donc c'était de détecter des hackers dans des réseaux informatiques. D'accord. Et si je peux dire, disons, la vision, c'était de se dire, tiens, comment commercialiser des éléments là autour où le marché était en démarrage. C'était en 2005, si je ne dis pas de bêtises. On appelait ça encore la sécurité informatique, hein, pas la cybersécurité, etc. Et c'est vrai qu'on faisait de la recherche sur l'analyse de comportement, mais au niveau du réseau informatique, détecter des intrusions. D'accord. Et c'est vrai que de fil en aiguille, pour pouvoir continuer le projet dans lequel j'évoluais, j'adorais, qui était mon projet de diplôme, ensuite ça a été des projets de recherche, j'étais assistant de recherche à l'école d'ingénieurs du canton de Vaud. Et c'est vrai que pour continuer tout ça, l'aspect start-up a été, je dirais, le véhicule qui m'a permis de continuer ma passion, et de fil en aiguille, on a créé cette société et on a commencé à se dire tiens, il faut commercialiser, il faut vendre pour... Alors justement, parce que c'est créer une start-up, on a une super idée, on voit qu'il y a un marché potentiel. Comment est-ce qu'on passe les échelons dans une société? Est-ce qu'il y a une recherche d'investissement? Est-ce que on doit trouver de l'investissement au bout d'un moment, hein, Oui, tout à fait. C'est vrai que moi je l'ai vécu du côté... un étudiant qui développe une idée, un projet, qui devient un produit, une société. Et ce que j'ai pu vivre, c'est quelque chose qui a pris du temps parce qu'il a dû évoluer avec, je dirais, mon évolution personnelle, qui a été très techie. Ensuite se dire, ah, c'est génial ce qu'on fait, tiens, on va faire une start-up, sans se dire, oui, mais c'est bien d'avoir un super produit, mais il faut du marketing, un product fit, où est la compétition, quel marché on va atteindre, comment on va les atteindre, est-ce qu'on passe par de la distribution en direct, etc. Et c'est vrai qu'on a beaucoup appris finalement dans ces premières années en essayant des choses. On a aussi fait 2 pivots, donc on peut transformer la société sur des domaines un petit peu différents. Parce que justement, on était des tech entrepreneurs qui avaient une technologie et qui cherchaient à l'adapter à des use cases. Comparé, je dirais, à d'autres entrepreneurs qui viennent du métier, qui viennent peut-être de la banque, si on prend le domaine bancaire, ou d'une industrie spécifique, qui ont souffert de problèmes, puis ils disaient, ah bah tiens, je vais résoudre ce problème-là. Et nous, on est venus de l'autre côté, avec une stack technologique, des idées, en se disant, où est-ce qu'on peut l'appliquer pour résoudre quel problème? Et c'est ça qui prend, je pense, beaucoup de temps et qui a été l'évolution, je dirais, de Net Guardians, d'essayer de trouver comme ça son chemin et sa niche. Aujourd'hui, vous êtes combien? On est environ 100 personnes. C'est incroyable. Vous avez la faculté de regarder derrière vous et puis de voir tout ce que vous avez fait? C'est vrai qu'on me pose souvent cette question-là et de temps à autre, effectivement, on se dit, ah bah tiens, c'est génial, mais c'est vrai que je suis énormément tourné vers, ok, c'est quoi le next? Vers où est-ce qu'on va, le futur. Et je passe peu de temps à me dire, ah tiens, quel a été exactement le cheminement. Et c'est vrai que quand il y a des questions de ce type-là, je dois toujours réfléchir en me disant, ok, quelles ont été les briques qui ont permis d'avancer. Il y a une fierté quand même. Alors c'est clair que c'est un bel accomplissement, c'est joli de pouvoir avoir toute cette équipe qui essayer de battre les fraudeurs avec moi, avec l'équipe, c'est génial. Quels sont, avec du recul maintenant, vous êtes passé d'une start-up à une grande société, quelles sont selon vous les clés du succès? Est-ce qu'il y en a des clés du succès? Je ne sais pas, mais selon vous, quelles sont les quelques recettes qui sont vraiment importantes lorsqu'on se lance avec une idée et on veut transformer cette idée en business? Je dirais pour vraiment cet aspect un peu
tech entrepreneur, en venant de l'outillage pour essayer de dire à quoi ça sert, en quelque sorte. Je pense que d'être très vite orienté marché est vraiment clé. De très vite aller découvrir des use cases qui pourraient l'utiliser, comment faire des allers-retours entre des rencontres clients, ajustement du produit. C'est-à-dire que surtout dans ce domaine-là, de tech, orienter marché, ça veut dire bien être sûr de comprendre le marché et écouter le marché pour adapter notre technologie aux besoins. Exactement. Et identifier le plus vite possible, je dirais, le use case, le besoin métier auquel on va répondre, et pas uniquement se laisser porter par sa passion. Parce que sa passion peut être dans un domaine, une niche qui est peut-être déjà plus une niche, qui est finalement qui devient mainstream. On est peut-être trop tard. C'est ce qui nous est arrivé, typiquement dans le domaine de la sécurité informatique où on était au début. On était dans une niche, mais avec des sociétés de Silicon Valley qui venaient de lever quelques centaines de millions, qui étaient énormément développées, qui nous, quand on était mûrs, étaient déjà mainstream en fait. Et donc c'est de vraiment avoir le plus rapidement possible cette vision-là, cette connaissance du marché qui est capitale. Société suisse, quand on travaille sur la sécurité bancaire, c'est quand même une grande valeur ajoutée. Alors effectivement, on a un bon panel de clients potentiels, de labs, si je peux presque dire, là derrière. Mais à savoir, c'est vrai qu'on en a même, je dirais peut-être même souffert un petit peu au début. Et c'est vrai que les mentalités ont changé depuis 4-5 ans dans les banques, où à l'époque, c'était très difficile pour une start-up de convaincre une institution bancaire suisse. Et les gens se reposaient énormément sur des gros players, sur des gens qui ont pignon sur rue, qui étaient stables, connus pour leur stabilité. Et c'est vrai qu'avec l'avènement de tout ce qui est fintech, surtout depuis que les GAFA, les gros players arrivent un peu dans le domaine du loan, du paiement, etc., ça a vraiment ouvert la voie aux banques en disant tiens, les banques peuvent prendre un petit peu des risques sur leur technology provider. Exactement. Ouais. Et ça a beaucoup aidé. Mais au début, on a eu énormément de peine. C'est pour ça qu'on s'est aussi très vite tourné sur l'étranger, parce qu'on avait beaucoup de peine à arriver à convaincre quand on est 20 personnes, quand on démarre, quand la fintech n'était pas un mot trendy sur le marché. C'était vraiment c'était pas facile de convaincre des institutions européennes. La cybercriminalité, on en parle tellement depuis quelques années. Comment vous voyez cette évolution-là? Est-ce que ça a toujours été, mais aujourd'hui on n'en parle plus, c'est plus médiatique? Ou est-ce que vraiment il y a une hausse des cyberattaques? Ouais, je pense qu'il y a vraiment une hausse. Oui. Et c'est vrai que c'est tellement plus simple que transporter de la drogue, pour des réseaux criminels. C'est tellement plus simple d'opérer à distance, de recruter des équipes. Les gens sont vraiment super organisés en entreprise. Avec les gens déclarent leurs vacances. Vraiment, c'est des organisations très rodées. Et c'est vrai que c'est tellement plus simple de faire des gains rapides dans ce domaine-là que de prendre des risques physiques avec du transport de matériel, des choses comme ça. C'est vrai qu'on voit que les gens se tournent vers ce domaine-là qui est très lucratif. L'évolution de ça, de la cybercriminalité, est-ce que la cybercriminalité bancaire, par exemple, aura toujours un pas d'avance sur les sociétés qui essaient de protéger ou pas? Je pense oui, parce que les banques ont vraiment un niveau très élevé comparé à beaucoup d'autres entreprises dans le domaine. Et c'est vrai qu'on voit qu'ils investissent énormément sur ces domaines-là, sur de la prévention, de la protection, de la détection. Et c'est vrai que beaucoup de PME ou même de grandes entreprises le voient souvent encore comme un coût. Alors un petit peu moins avec ces fameux ransomware ces campagnes de comme on dit en français, rançonnage, qui font souffrir énormément de sociétés. Je pense que ça, c'est une vraie prise de conscience. Mais je dirais que c'est peut-être un petit peu là, une pointe de l'iceberg. Il pourrait y avoir tellement d'autres challenges. Et c'est vrai que par contre, les banques ne peuvent pas se permettre ça. Elles ont, je dirais, démarré ces investissements il y a 15 ans.
quand l'informatique a commencé à s'ouvrir sur l'externe avec le digital banking, des choses comme ça. Pour les clients bancaires, quelles sont peut-être avec votre expérience, les 3 erreurs que vous faites tous, que nous faisons tous et qu'on devrait éviter? En termes de clients... En termes de clients, de citoyens lambda. Ouais. Je pense qu'un des gros risques, c'est vraiment quand on saisit des factures dans son e-banking, c'est de bien contrôler l'IBAN de destination, donc le compte de destination. Il y a énormément de cas de fraude où des gens envoient de fausses factures, de faux relevés. C'est tellement simple d'imprimer 300 relevés d'électricité avec un numéro de compte qui est finalement pas celui de la société industrielle de la ville. Mais après ça les gens peuvent remonter jusqu'au propriétaire de l'IBAN ou c'est pas? Alors oui, on peut y remonter, mais c'est généralement des mules, ce qu'on appelle des mules, donc des mule accounts, qui restent, ces comptes-là vont faire tout de suite transiter l'argent vers de l'international. Okay. Donc l'argent va très vite partir, être complètement spreadé. Et donc c'est sous cette forme d'organisation où finalement en quelques heures, et encore plus avec les paiements instantanés qui vont arriver en Suisse, les paiements interbancaires instantanés, qui sont très courants en Angleterre. Par exemple, l'Angleterre a vu une augmentation de 200% de fraude quand ils ont mis en place les paiements instantanés, parce que là, alors, ça part sur un acompte mule, en 5 minutes après, l'argent est dispatché entre les Philippines. On voit qu'il y a un dilemme entre la volonté de pouvoir simplifier la vie de l'utilisateur pour payer. On voit qu'aujourd'hui, avec notre smartphone, on scanne juste un code barre et puis on paye. Puis d'un autre côté, plus on simplifie le processus, moins il y a d'étapes de contrôle par utilisateur et plus c'est dangereux. Exactement. Et c'est vraiment, c'est bien résumé parce que finalement on veut que ça soit simple, on veut très vite payer, on ne veut pas attendre 30 secondes pour que le paiement soit validé. Et en même temps, il y a tous ces risques qui sont autour. Et c'est toujours trouver la balance entre le risque et l'expérience utilisateur. Et c'est là vraiment que fait du sens l'analyse comportementale, parce que finalement on a une analyse de risque par utilisateur finalement, et c'est plus de dire tiens, dans ce contexte, si les paiements vont dans ce pays, c'est considéré à risque. C'est vraiment une analyse comportementale par utilisateur, et c'est là qu'en tout cas NetGuardian pense que c'est là le futur finalement, d'adapter le risque par client. Vous avez fait vous êtes expert dans le domaine bancaire. Est-ce que NetGuardian, à l'avenir, va partir sur un autre vertical ou pas encore? Très, très bonne question, parce que c'est vrai que le domaine bancaire est un des points. Ensuite, la fraude, il y en a partout. Il y en a dans le domaine retail, il y en a dans le domaine de l'assurance, il y en a énormément. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec une centaine de personnes, on est capable de construire des choses dans le domaine bancaire qui est quand même assez large. Notre objectif est ensuite d'avancer, on va le faire cette année, à avancer dans tout ce qui est l'anti-blanchiment, donc tout ce qui s'appelle anti-money laundering, qui est un axe adjacent à ce qu'on fait du côté de la fraude. Donc c'est l'ouverture que l'on va apprendre. Et pour partir dans un nouveau domaine, une nouvelle industrie, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on a sous le radar par rapport à notre business plan. C'est plutôt d'étendre notre couverture dans le domaine bancaire, notamment à l'anti-blanchiment. En fait. Comment est-ce que vous voyez les 5 prochaines années avec votre entreprise? Quels sont les gros projets? Est-ce qu'il y en a Alors, c'est vrai que les gros projets sont liés sur 2 axes. Cet axe plus orienté... Collective Intelligence, qui est un axe qu'on appelle data chez nous, où on voit le futur pas uniquement autour de logiciels pour prévenir les fraudes, mais autour de collaboration et de partage de données. Et on se rend compte que c'est vraiment un élément clé pour être plus efficace dans le domaine de la prévention de la fraude. Donc ça, c'est un des gros axes, je dirais, technologiques, produits, d'aller vers ce domaine du software as a service autour des données, et pas uniquement de proposer des logiciels à nos clients. Et je dirais en termes de business développement, c'est d'ajouter cet axe anti-blanchiment, de pouvoir aussi conquérir de nouveaux marchés, de pouvoir être plus fort, je dirais, sur les marchés où on est aujourd'hui, qui sont l'Asie, l'Europe. Aujourd'hui, on est principalement cantonné, je dirais, à la Suisse. C'est de pouvoir aussi grandir en Europe.
Donc c'est vraiment notre gameplay, si je peux dire, actuel. Et puis à terme, c'est de pouvoir ouvrir à d'autres industries. On commence à tester aussi un petit peu pour les PME, pour tout ce qui est fausse facture, où les PME peuvent être aussi très facilement cibles de fausses factures. Donc à terme, on voit aussi ce domaine de la prévention de la fraude s'étendre, pas uniquement servir le client final qui est vous, moi, une PME au travers de sa banque, mais peut-être aussi pouvoir l'aider en direct. Et c'est aussi un peu là où on voit le futur, je dirais, dans les 3 prochaines années. Question, la Suisse par rapport à la sécurité bancaire, comparée à d'autres pays, comme des pays très développés au niveau bancaire aussi, comme Dubaï ou des pays comme ça, on est bien positionné, il y a une très forte sécurité en Suisse au niveau bancaire. Oui, moi je pense que du côté des investissements, des connaissances, de la prudence, il y a une prudence suisse, je dirais aussi, qui a un avantage peut-être dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'on voit des pays où ils mettent très vite en ligne des nouveaux services, tous ces digital banks, ces néo-banks qu'on voit dans pas mal de pays émergents, ou je dirais pays même, pas forcément émergents, mais très orientés mobile banking comme l'Asie, à Singapour, qui vont très vite aussi mettre en service des nouveaux services sur Internet. C'est vrai qu'en Suisse, on est peut-être un peu plus lent, je dirais, sur du mobile banking, sur certains aspects-là, mais avec vraiment la réflexion sécurité, architecture de sécurité, etc., qui amène quand même, qui porte ses fruits en fait. Et ça, je pense que c'est peut-être un avantage, je dirais même suisse, où on est, dû à notre fédéralisme, on est plus lent peut-être que certains pays voisins, mais avec une robustesse qui, je pense, là, porte ses fruits. Ouais. L'avancée technologique, elle va quand même très très vite. Moi, je me souviens personnellement, je ne suis pas si vieux que ça, que je prenais mon petit bulletin, mon bloc jaune, j'allais à la poste avec l'argent, cash, et je payais. Et aujourd'hui, c'est quand même fou, en 10 ans, 15 ans. Ouais. Ça va continuer comme ça. Je pense, c'est vrai que... C'est vrai qu'on se dit, tiens, ce petit bulletin jaune, ce petit carnet jaune. Vous avez connu aussi. Non, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai que je pense que ça va continuer. Et finalement, les risques étaient souvent de se faire braquer entre la banque et la poste, oui, au jardin japonais, parce que finalement, on se baladait avec quelques centaines de francs. Maintenant, le risque, il est similaire, mais il est digital, il est au travers de votre téléphone mobile, généralement, d'un email, d'un coup de téléphone. C'est plus en se baladant avec le cash entre la banque et la poste. Mais effectivement... Ça sert à rien d'aller au fitness et faire du sport là, pour se défendre. Exactement, ça sert pour la plage. Votre start-up a très vite grandi aujourd'hui, vous avez énormément de collaborateurs, c'est un challenge gigantesque quand on est... un expert technique qui tout d'un coup est confronté quand même à des dizaines et des dizaines de personnes qu'on doit motiver, souvent jeunes, encore plus challenging à motiver. Quel est votre style de management? Est-ce que vous en avez un? Et quelles sont votre vision là-dessus? Je pense que le Covid a pas mal rebattu les cartes, je dirais, sur ce sujet-là, parce qu'il a fallu, ou il faut apprendre à gérer en hybride, à distance, en local, etc. Mais je dirais que mon style est plutôt consensuel, je dirais assez à la Suisse, si je peux dire, de pouvoir avancer en équipe et de faire le moins possible cavalier seul. C'est tout simplement pas gérable. Et c'est vrai que c'est peut-être un des gros apprentissages aussi quand on est un technologue qui adore la technologie, etc., et qui crée une entreprise, c'est de pouvoir avoir les gens ensemble, créer des petites équipes. Et je suis assez favorable à ce qu'on appelle des war rooms ou des task force ou n'importe quel mot, mais qui est une petite équipe de projet qui fait avancer des choses, qui onboard de plus en plus de personnes autour pour en faire ensuite une grosse initiative qui est portée par toute la société. Et c'est un petit peu la graine qui germe par une petite équipe pluridisciplinaire et qui embarque de plus en plus de personnes dans l'aventure. Et c'est souvent comme ça qu'on a effectué nos pivots. Ça me fait penser à un gros pivot qu'on a fait du côté de l'intelligence artificielle,
où c'est clair qu'en 2005, quand Raphaël, mon associé et moi-même, on développait le logiciel encore à cette époque-là, on était très orienté, je dirais, analyse standard, classique. Notre CTO, Jérôme Kerli, nous a rejoint en 2015, qui a vraiment révolutionné notre approche dans l'analyse comportementale en utilisant l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que la manière dont on a amené ça, c'était avec une banque, une petite équipe, Jérôme qui a commencé à repenser, reshaper le produit. Et toute la société maintenant est autour de ce produit-là, mais on se dit, c'est en 2015 si on veut bien, et on se dit de 2015 à 2022, finalement, c'est un peu une petite graine, un petit oignon qui a énormément grandi, qui a démarré par une petite équipe et qui est devenu aujourd'hui le produit cœur de la société. C'est intéressant parce que si je comprends bien, vous avez réussi à manager les gens à travers de la motivation en créant des groupes qui doivent travailler sur un projet spécifique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en Suisse, il y a encore beaucoup d'organisations qui sont organisées par silo, hein, par département. Est-ce que votre vision, c'est parfois, c'est sain de couper un peu ces structures et de mélanger un peu des gens pour travailler sur un projet ensemble? Oui. On a toujours, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas encore, les départements structurer les choses, parce que c'est quand même aussi dans le DNA de beaucoup de personnes d'organiser les choses un peu par département. Mais c'est vrai que ce qu'on a pu voir, c'est que ces projets transverses faisaient vraiment avancer les choses, permettaient un peu d'amener du changement, qui est très difficile si on est trop orienté par département. Mais ce qu'on a pu se rendre compte, que ça s'était fait de manière intuitive quand on était 20, 30, 40 personnes. On créait ces petits groupes qui s'autogéraient, qui avançaient, qui ramenaient des gens sur le sujet, et qui finalement, la transformation se faisait presque toute seule en fait. Ils prenaient l'ownership du... Exactement. Ouais. Exactement. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut un peu plus, je dirais, structurer l'approche pour arriver au même résultat, parce qu'on a plus de monde. Le Covid a aussi fait que les gens sont plus distants, peut-être moins à collaborer autour du café et puis à commencer à travailler ensemble. Et donc on a maintenant aussi instauré un peu des aspects de programme manager qui sont vraiment comme mission de faire évoluer ce projet transverse en fait. Il y a toujours l'esprit start-up? Alors oui, il y a une énorme collaboration où les gens... aide les autres, et ça je pense que c'est dans la DNA un peu d'esprit start-up. J'ai vu la table de ping-pong et le baby-foot. Hein. Voilà, on essaye. Non, mais c'est un challenge de garder cet esprit entrepreneurship start-up lorsqu'on a une centaine de collaborateurs. C'est quand même... Non, alors c'est sûr. C'est peut-être justement piloter des initiatives transverses qui se fait différemment, mais je trouve que les gens restent vraiment dans cet esprit... comment on résout des problèmes, comment on avance, comparé peut-être à des structures très en silo, on dit c'est pas moi, c'est eux, on n'est pas du tout dans ce pattern-là, on est plutôt dans ce pattern comment on y arrive ensemble, et ça je trouve que c'est hyper bénéfique. Comment vous trouvez des talents dans votre domaine, parce que je pense qu'ils sont très demandés, et comment vous gardez vos talents? Je pense que aussi le Covid a beaucoup changé, hein, l'approche au travail pour beaucoup de personnes. C'est vrai qu'on a des challenges pour recruter des talents dans certains domaines, hein, notamment la technologie. C'est vraiment compliqué. Il y a énormément d'opportunités pour ces gens-là. Et maintenant, il y a même des entreprises internationales qui peuvent engager un peu work from anywhere, qui sont vraiment devenues communes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on est en train d'essayer de trouver la recette qui fonctionne bien en fait. Et je pense que c'est pas simple, parce que justement, on se retrouve en compétition non plus avec une localisation que l'on connaît, les environnements que l'on connaît. On se retrouve en compétition avec des gens aux États-Unis, des sociétés en Irlande, mais même chose de leur côté, parce que finalement après on commence à avoir la même approche, on se dit tiens, pourquoi est-ce que cette fonction-là elle doit absolument être en Suisse? Si on trouve un fit, le profil parfait, pourquoi pas l'avoir en remote, etc. Et finalement je pense que c'est ça qui rebat un petit peu les cartes, hein, sur ce domaine-là, et qui rend
l'aspect rétention, recrutement encore plus compliqué. Donc c'est une problématique. Oui, alors je pense que c'est une problématique, dans le cas pour nous c'est une problématique, c'est une problématique pour beaucoup de sociétés. Et aujourd'hui on a une grosse initiative qui s'appelle en interne le Future of Work, qui est de se dire on va travailler en mode hybride. En mode hybride, ça veut dire un peu à la maison, un peu au bureau, mais de trouver un équilibre qui fasse que les gens collaborent et toujours cet esprit d'appartenance. Et je pense que le plus gros risque, c'est de perdre cet esprit d'appartenance. Et avec les lockdowns, je pense que ça n'a vraiment pas favorisé ceci, où finalement les gens, d'un travail qui pouvait être un environnement sympa, une collaboration forte, c'était un travail, c'était des meetings MS Teams, un weekly call avec son manager, et perdre un petit peu le sens au travail, qui n'est pas que juste développer des choses, pas juste faire des présentations PowerPoint, etc., qui est tout le reste. Et je pense que c'est cet équilibre-là qui est la clé. Aujourd'hui, on est en train de la shaper pour le futur, mais c'est clair que l'environnement a pas mal évolué, et c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup. Ouais. Joël Winterregg, merci beaucoup. Merci à vous. Ce podcast vous a été présenté par le Centre Patronal, organisation économique offrant des services d'assurance sociale, des conseils juridiques et des formations continues.